Compose, épisode 78. Ça me nourrit tellement, de pouvoir faire vivre en fait cette petite part en moi qui est là. Tantôt, je te disais, tiens, en fait, ça a toujours été là. En fait, j'ai ouvert la porte donc il y a 3 ans, et en fait, depuis, j'ai l'impression de respirer. Ah oui. Enfin, tu vois. Et que en fait, j'ai planqué mon petit projet là des années. Et que là, enfin, il peut sortir et il peut vivre. Et en fait, là, je me sens entière. Et je me rends compte, là, maintenant, qu'il me manquait un truc avant. J'en avais pas conscience comme ça. Mais depuis que que j'ai vraiment ouvert la boîte, je respire. Alors, est-ce qu'un jour, je pourrais vivre de ça? Est-ce que, en fait, je pourrais juste me permettre d'avoir une journée, enlever une journée de consultation et avoir 2 jours d'écriture? Ben, ce serait déjà génial. Est-ce que je sais pas, mais en tout cas là je me sens bien. Et donc ça vaut le coup, je pense. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Léa Scanos, autrice qui vient de sortir son tout premier roman, La Vénarde, tome 1, Jeu défendu. Ensemble, on a parlé de sa passion pour la littérature qui est en elle depuis toujours, de son besoin de libérer ses émotions dans ses journaux intimes, de son métier de psychologue, du contrat qu'elle a passé avec elle-même, de son premier roman évidemment, de son rapport à la technologie, de son chat qui a de toutes petites pattes avant, d'auto-édition, de son besoin de liberté, de ce que représente l'écriture pour elle, de courage. Cet épisode est diffusé dans le cadre de Lisez-vous le Belge, une opération de promotion du livre belge francophone qui a lieu durant tout le mois de novembre. Grande fan de lecture, je suis ravie de prendre part à ce chouette projet. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose sur Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Léa d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc autrice et tu as sorti ton premier roman là il y a 1 mois tout juste. Pour qu'on revienne vraiment au tout départ, en fait, comment est né ton intérêt pour l'écriture, pour la littérature ? Je pense que c'est né avec moi. C'était là, je pense, depuis le début. Depuis que j'ai des bouquins en main, je pense que j'ai ce feu qui s'est allumé dans mes tripes. Et donc, je pense que c'est depuis que j'ai appris à lire et depuis que j'ai accès à des livres, je pense que je sens que ça nourrit quelque chose, au fond de mon ventre, comme ça. Tu lisais beaucoup quand tu étais plus jeune ? Oui, je l'ai toujours dévoré. Alors, je m'évadais dans les bouquins, puis selon mes événements de vie, que ce soit à l'école, familial, etc. En fait, moi, j'ai toujours aimé me mettre dans mes petites bulles et en fait, découvrir des mondes comme ça qui te font voyager. Moi, ça m'a nourri. Et donc, oui, moi, je dévorais. Et du coup, parfois, j'arrivais pas à suivre. Enfin, j'avais pas de nouveaux livres toutes les semaines, quoi. Et donc, c'est peut-être de là que ça vient mon côté peut-être un peu obsessionnel, même pour des musiques ou des bouquins. Mais j'en ai lu certains, mais je pense 10 fois le même bouquin, tellement j'aimais bien. Et où je m'imprégnais de ces mondes-là, ouais. Trop bien. Et c'était quel style, justement, de livre que tu lisais à ce moment-là ? Je lisais un peu de tout. Franchement, je suis fort éclectique. Je lisais... après Harry Potter, ça arrivait quand j'étais ado, un peu plus, mais oui, je lisais littérature générale, je lisais, je sais même plus dire comme ça ce que je lisais, tiens. En fait, non, ça a commencé, oui, les contes d'Andersen, ça j'aimais bien, tous ces contes-là. Puis après, oui, des romans d'aventure, de ci, de ça. J'allais aussi shipper dans les bouquins d'adultes que je voyais parfois dans le salon. Donc j'ai lu plein de genres m'attiraient, ouais. Trop bien. Et à ce moment-là, est-ce que tu as commencé aussi à écrire ou tu faisais, entre guillemets, que lire ? Quand j'étais enfant, vers 8-9 ans, j'écrivais des petits trucs. Je me souviens, moi, le tout premier truc que j'ai écrit, j'en souviens encore, mais parfois je trouvais ça un peu ridicule. Mais bon, c'est des trucs d'enfant. Le titre de mon premier
petit roman, c'était Benji et le grand feu, tu vois. Excellent. J'avais 8 ans et c'était vraiment une petite histoire d'un gamin qui fait un feu, quoi. Mais voilà, donc c'est à 8 ans, ouais, ça a commencé avec des petits poèmes, des petites rimes, des ébauches d'histoires. J'ai jamais été plus loin que ça, mais ouais, ça a commencé quand j'étais gosse, ouais. Et ça, tu le montrais aux autres ou tu le gardais vraiment pour toi? Non, je gardais pour moi. Ouais, c'était ma petite bulle secrète. Et je pense que j'avais peut-être peur de ce qu'on allait en dire ou quoi que ce soit, mais non, ça c'était vraiment c'était parmi tous mes journaux intimes, parce que ça, par contre, j'étais une grande fan aussi. Excellent. Je les ai encore, hein, j'ai une dizaine de journaux intimes. Il y en a que je faisais de façon plus scolaire que d'autres, ou tu sais, avec cette genre de, pas de pression, mais de me dire, faut pas que je loupe un jour. Ah oui. Faut pas que je loupe un jour. Là, on est lundi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Cher journal, nanana. Que d'autres, c'était plus quand j'en ressentais le besoin. Je libérais mes émotions en écrivant, etc. Et puis, au milieu de ça, parfois, une petite idée de début de roman ou de... Mais ça s'est arrêté à un moment donné. Donc, j'ai vraiment fait ça quand j'étais enfant, les idées d'histoire. Et après, c'est ressorti beaucoup plus tard. Ouais, donc enfant, tu te disais que potentiellement tu pourrais écrire un roman? Tu rêvais de ça? Je me suis jamais dit que je pourrais l'écrire, mais j'avais envie. Je sais que quand j'étais enfant, quand tu me posais la question, tu veux faire quoi plus tard, c'était écrivaine. Oh. Toujours. Mais est-ce que je pensais que j'en étais capable? Non, mais c'était mon envie a vraiment été là depuis. Je me souviens pas d'avoir vécu sans avoir cette envie-là au fond de moi. Trop chouette. Et du coup, oui, t'es pas devenue écrivaine d'abord parce que tu as fait des études pour devenir psychologue. Pourquoi c'est vers ça que tu t'es dirigée? Bonne question. Mais je pense que, en fait, à la base, je me suis d'abord dirigée vers le journalisme. Donc, j'ai fait 1 an d'études en communication. Ouais. Parce qu'en fait, j'aimais bien écrire. Ça revient. Voilà, ça revient. Donc ça, c'était quand même là. Et donc, j'ai choisi ça. Et puis, en fait, je me rendais compte que je voulais pas écrire de façon cadrée, ni écrire sur un sujet qu'on me donnerait. Donc, en fait, c'est ça que j'ai bifurqué. Et non, la psychologie, ça m'a attirée pour le côté relation. Moi, j'aime bien être en relation avec les gens. J'aime bien échanger. J'aime bien aider aussi. Il y avait le côté... Ouais, je pense que c'est ça aussi qui m'a fort attirée. Et il y a un petit lien aussi avec le fait que, justement, toi, tu déposais tes propres émotions quand tu étais plus petite. Tu penses que c'est un peu connecté? Avec mon choix d'études? Ouais. Ah oui. Hein. Mais je pense que dans des auditoires de psycho, il y a la moitié au moins qui est là pour ses propres petites blessures. Ça, c'est sûr. Oui. 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 Et en fait, finalement, peut-être que je m'avance sur les questions, mais je pense que c'est ça qui vient. Je pense que mon métier de psy et de fait d'aider les autres, etc., je l'ai fait, je le fais encore, mais je l'ai fait fort avec vraiment un réel intérêt et avec une envie qui était là. Tant que j'avais aussi, moi, mes blessures, je pense, qui étaient encore à soigner et on est quoi, mes carnets où je libérais mes émotions dans mes carnets. Là, j'ai plus besoin là forcément parce qu'en fait là, je pense que voilà, j'en suis à un stade dans ma vie où ça va bien. Trop bien. Oui, donc tu continues d'exercer et à côté, t'as lancé ce projet d'écriture. Oui. Quel a été ton déclic pour te dire, ok, maintenant je vais le faire? Mais il y en a eu plusieurs. C'est que d'abord, il y a un côté dans moi qui il y a une prise de conscience qui percole depuis longtemps à me dire, en fait, j'aide des gens à se retrouver, à se sentir bien dans leur vie. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 13 ans que je suis psychologue en temps plein. Et en fait, ça fait 13 ans que j'accompagne des gens tous les jours de la semaine à se sentir bien dans leur basket, à se sentir alignés avec eux-mêmes, à oser faire des choix qui leur ressemblent, même si ça fait tellement peur, enfin voilà. Et à un moment donné, petit à petit, la question était là en sourdine à me dire, mais en fait, et toi, et toi, tu fais quoi de ton rêve en fait? Donc ça, c'est une chose qui enfin, c'est vraiment cette réflexion-là, elle marine depuis très longtemps quand même. Et en fait, c'était quand? Parce que j'ai vraiment ouvert la boîte depuis 3 ans où je réécris enfin.
Et en fait, il y a 3 ans et demi, j'ai vraiment un de mes meilleurs amis qui a failli mourir. Et ça m'a mis, c'est peut-être un peu cliché, mais ça m'a mis la claque de le temps passe, en fait, la vie parfois elle file sans que tu le décides. Ouais. Et toi, ton rêve, t'en fais quoi? Et je me suis imaginée vieille à être triste. Oh. Mais enfin, pleine de regrets là, tu vois. Vraiment être déçue et triste et surtout pleine de regrets de jamais avoir au moins essayé. Parce que en fait là je me lance, on verra bien. Je fais tout ce que je peux pour que ça fonctionne et voilà, c'est mon rêve là. Voilà, j'ai aucune prise sur si ça va fonctionner ou pas, mais au moins j'aurai aucun regret. Enfin, et donc voilà, ça c'est ma petite claque avec cet ami-là qui m'est très cher. Ça a été ma claque de cette année-là. Plus vraiment cette réflexion qui était là et toi en fait t'aides tout le monde, mais toi qu'est-ce que tu fais pour toi? Et là du coup quand ça a été le moment, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es mise à ton bureau, t'as commencé à écrire? Quand je me suis dit allez, pourquoi, enfin vas-y, d'abord je l'ai annoncé comme si je l'ai annoncé à mes amis les plus proches. Mon compagnon était là aussi. Non, en fait non, j'en ai d'abord parlé à mon compagnon. C'est vrai. C'est ma personne. Et donc, mais en fait non, je l'ai annoncé à mes amis en disant en fait les gars, je pense que je vais écrire et je pense que je vais essayer d'écrire un roman. Et en fait, l'avoir annoncé, tout haut, de l'avoir dit, c'est comme si je passais une sorte de contrat avec moi-même, où là, j'avais plus le choix. C'est ça qui m'a dit, allez, là j'y vais. Et j'ai oublié ta question. Et quelle a été leur réaction, justement, quand tu leur as dit? Hyper enthousiaste. Vraiment, hyper content. Et waouh, vas-y, lance-toi, tu verras bien, quoi. Donc, très positif. Et en fait, moi, ça fait... Depuis que je suis ado, j'ai vraiment une scène de roman, une scène qui tourne dans ma tête depuis que je suis ado. Hein. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est la première scène de ce roman-là. C'est une scène où mon héroïne, elle est en fuite et donc elle court dans les bois. Et j'ai cette scène-là depuis que j'ai genre 15-16 ans. Et parfois, j'en fais des rêves la nuit. Et voilà, c'est là. Et en fait, quand je me suis dit, allez, lance-toi, ose, j'ai pris cette scène-là, je me suis posée avec mon cahier et j'ai détricoté. Et j'ai créé une histoire à partir vraiment de cette scène-là. J'avais vraiment, et j'avais une idée de concept. Je vais rien dire pour pas spoiler, mais mon concept est cette scène-là. Et hop, j'ai mis mes idées sur le carnet. Et en fait, mon histoire est venue vraiment. C'est venu comme si je tirais sur un fil qui attendait juste à être tiré, quoi. Ouais. T'inquiète, on va continuer à spoiler un peu. On parlera de l'histoire du roman quand même. Et justement, quand t'as couché sur papier cette image que t'avais en tête depuis longtemps, tu t'es dit, ok, en fait, c'est ça. Enfin, je devais partir de ça. Oui, oui. En fait, c'est comme ça quand j'écris. Quand j'ai une scène qui est en tête, quand j'ai une scène en tête, elle ne part pas jusqu'à ce que je l'ai écrite. Ou jusqu'à ce que je l'ai posée quelque part. Elle est incrustée dans mon cerveau. Et c'est vraiment en boucle comme ça. Ça ne me lâche pas. Et en fait, vu que cette scène-là ne me lâchait pas, de la mettre sur papier, ça l'a fait un peu exister comme ça. Et en fait, quand je la mets sur papier, j'ai une autre scène qui arrive, il y a un côté très obsessionnel, tu vas me dire, mais vraiment, ça me prend, ça prend tout mon esprit, quoi. Et où je la remets sur papier, puis en fait, il y a une autre qui arrive, et en fait, ça vient comme ça, tellement naturellement, en fait, je me rends compte. Je pense qu'il faut qu'on explique de quoi parle ce roman. Du coup, c'est Jeux défendus, et c'est le tome 1 là, qui est sorti, La Vénarde. Mais tu peux un peu dresser le portrait. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce livre? Alors d'abord, c'est tout un monde. Mon histoire se passe dans le royaume d'Aléam. Et Aléam, c'est la portion de terre miraculeusement préservée dans notre monde, parce que voilà, on est 800 ans plus tard par rapport à notre époque actuelle. Il y a plus de technologie, et c'est vraiment le retour de la nature à l'état brut et sauvage. Et donc c'est un petit royaume qui a subsisté sur Terre, et donc c'est le retour au parchemin, à la bougie. Il y a pas de fusil, il y a pas de téléphone, il y a rien du tout. Et sur cette terre-là, qui est très très superstitieuse, mais tous les 5 ans, il y a vraiment des jeux qui sont organisés, et ces jeux permettent à quelques filles
quelques femmes, d'accéder à des privilèges, de trouver un mari, donc une moitié, parmi pardon, n'importe quoi, parmi l'élite des nobles de ce royaume-là. Et donc, mon héroïne, c'est Gabi, qui est forcée de participer à ces jeux. Ce sont des jeux de sélection et des jeux avec des jeux de séduction pour plaire à un homme et être choisie et pouvoir donc prétendre à de la noblesse, etc. Et elle s'en fout totalement. Elle a pas envie. Elle est arrachée à sa vie du jour au lendemain et elle est forcée de participer à ces jeux-là. Et donc ça, c'est le tome 1. Oui. T'as prévu... Enfin, pourquoi ce modèle de saga ? En fait, à la base, j'avais en tête un seul tome. Et sauf que quand j'ai couché mes petites idées dans mon carnet, ça ouvrait sur la suite parce que c'était pas du tout fini après un tome. Et donc là, ça s'est imposé à moi comme voilà, ça sera 3 tomes. Et j'ai pas eu le choix. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a inspiré en fait ? Comment t'es arrivé à créer ce monde et pourquoi cette absence de technologie ? Pourquoi faire cette dystopie justement ? Pourquoi t'es allé vers ça ? Alors déjà, il faut savoir que moi, niveau technologie, c'est un peu compliqué. C'est pas mon truc. Mon téléphone, je le perds tout le temps. J'ai encore mon Walkman en haut dans ma chambre. Oui. Moi, c'est technologie. Quand j'ai fait mon site web pour voilà, pour mon lancement de roman, etc. Donc, j'ai fait moi-même mon site web avec des tutos, etc. J'ai dû taper sur Google ce que c'était le cloud. Donc, ouais, c'est pas évident. Et donc, moi, quand je me projette dans une histoire qui me donne envie, il y a pas de technologie. Je suis très imprégnée par les romans de Jane Austen, Orgueil et préjugés, etc. Ouais. Moi, j'adore les bougies, les parchemins, et donc, en fait, vu que c'est moi qui décide, que j'écrivais, j'ai décidé de mettre ces ingrédients-là que j'aimais bien. Donc, il y a du parchemin, il y a des bougies, il y a pas de téléphone. Et au moins, ça pousse mes personnages à aller se dépasser aussi. Ouais. J'aime bien, moi, qu'ils aillent chercher dans leur trip leur force et leur courage pour se démener dans des situations compliquées. Oui, il y a fort ça, cet aspect... Justement, les personnes sont multiples, on va en profondeur quand même dans les personnages. Tu penses que ça, c'est le bagage psychologue qui a joué aussi dans ta façon de les écrire ? Oui, oui, ça m'aide beaucoup. Ça n'a rien à faire, ça fait 13 ans que j'étudie la complexité de l'âme humaine, en fait. Et donc, c'est vrai que pour tout ce qui est cohérence des émotions, et c'est clair que ça m'aide beaucoup. Mais je pense aussi qu'en tant qu'être humain, on est complexe, tous, je pense. Ouais. On a tous une complexité, et donc en réfléchissant à mes personnages, en fait, forcément, ils sont complexes. Et c'est comme ça, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est parfois, tous mes personnages sont parfois sur un fil de où est le bien, où est le mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Et donc ça, il y a forcément une complexité à aller creuser là, et c'est clair que là pour le coup, mon boulot de psy m'aide beaucoup, oui. Quand tu l'as sorti, qu'est-ce que t'as ressenti ? J'ai pleuré toute la journée. Par intermittence, de joie, mais j'étais fière, un peu stressée parce que c'est plein de paramètres à gérer, enfin sur la plateforme de vente, etc. Donc et clairement c'est hors de ma zone de confort parce que oui, moi à la base les ordinateurs c'est pas mon truc, donc vraiment je sors de ma zone de confort pour faire tout ça. Donc il y avait un peu de stress, mais oui, de la joie et de me dire en fait on y est. Et je pensais pas il y a 1 an, sortir mon premier roman là. Trop chouette. Oui, justement, c'était quoi le process ? Ça t'a pris combien de temps d'écrire celui-ci ? Et du coup, est-ce que les 2 autres sont déjà prêts ? Enfin, combien de temps ça t'a pris vraiment pour que tout soit écrit ? Alors là, juste écrit. Tout est écrit. J'en ai 6 déjà écrits en tout. Donc j'ai un peu d'avance. Celui-là, j'ai mis 2 mois à l'écrire. Mais en fait, après le moment où j'ai commencé, c'est sorti. Ouais. J'étais dans une sorte de frénésie comme ça. Et j'ai écrit les 3 tomes en 1 an, en fait. C'est hyper rapide. Ouais. Parce que tu continues à travailler en tant que psy, t'as aussi ta famille, donc... Oui, j'ai 2 enfants. Ouais. Un chat aussi qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Un chat qui a des toutes petites pattes avant. Ouais. Un chat adorable, mais ouais. Mais oui, donc oui, j'ai une vie, quoi. Je suis en temps plein psy.
Donc oui, il a fallu faire un peu de place pour trouver du temps pour écrire. Et en fait, c'était quand les enfants étaient au lit, après ma journée de boulot, parfois à 20h, parfois à 21h, et puis j'écrivais. Et puis voilà. Oui, parce que là, c'était vraiment la partie écriture, Oui. mais tu es aussi en auto-édition, donc il y a tout ce qu'il y a à côté. Oui. Pourquoi tu as décidé d'être en auto-édition déjà ? C'est clairement un choix. J'ai décidé d'être en auto-édition parce que j'ai besoin de liberté. Et un peu comme mon personnage, finalement. Moi, j'ai besoin de liberté. Et même dans ma vie professionnelle, je suis indépendante psy. Ça fait partie de moi, ce besoin de liberté-là. Et clairement, l'auto-édition, ça te permet de toucher à tout et d'avoir de la liberté d'action. Ouais. Par exemple, la couverture du roman. Mais alors, j'ai fait appel au service d'un graphiste qui est top. Mais c'est moi qui ai réfléchi, ok, tiens, il faudrait tel élément là, peut-être la couleur, telle couleur, ou tiens, tel fond. Enfin, c'est moi qui ai tout conçu avec mon mot à dire. C'est moi qui ai écrit ma 4e de couverture. C'est moi qui ai décidé du format aussi. Tantôt, tu regardais le roman, il est tout doux. En fait, c'est moi qui ai choisi du mat et pas du brillant. Donc, ce sont des choix auxquels t'as pas accès quand t'es en maison d'édition. Ouais. Et y a rien à faire. Moi, j'aimerais bien vivre de ça. J'aimerais bien pouvoir faire ça de mes journées. Alors, je pense qu'il y a toujours, je garderai quelques consultations parce qu'en fait, j'aime bien mon métier quand même. C'est pas le contraire, mais là, c'est ma passion en fait d'écrire. Ouais. Et j'aimerais bien pouvoir avoir le temps en journée de pouvoir écrire et pas dans des moments un peu volés, parce que pour le moment, c'est ça. C'est quand j'ai 1 heure de pause là, ou même parfois ça coûte 10 minutes. Par-ci par-là, en fait, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'écris. Je rentabilise tout le temps que j'ai. Il est rentabilisé. Ça me pose pas de problème parce qu'en fait, j'adore. Ouais. Mais ce serait agréable de pouvoir avoir du temps en journée. Et donc, l'auto-édition permet ça, qu'en maison d'édition, c'est impossible. Et ça veut dire donc tout faire toi-même. Enfin, voilà, il y a les chouettes éléments à faire toi-même, mais il y a aussi tout l'aspect communication, presse, etc. T'as suivi des formations ou autres pour savoir justement comment t'en sortir en tant qu'autrice autodidacte ? Oui. J'ai fait la formation de l'ICAR. C'est l'Institut des carrières littéraires. Et moi, je recommande. Ça a tout changé quand même pour moi. J'ai fait une formation. Ils proposent là 2 formations. Une formation vraiment d'écriture. Moi, je l'ai faite cette formation-là, donc vraiment écriture, parce que je me sentais un peu seule dans mon processus. J'avais déjà écrit 4 romans. Donc, j'ai fait cette formation. Je savais bien que je savais écrire des romans, mais j'avais besoin de rencontrer d'autres auteurs, etc. Et puis après, j'ai appris en fait quand même plein de choses au niveau technique d'écriture, scénario, etc. Et puis après, oui, j'ai fait une formation, c'est formation auto-édition. Et donc là où on nous apprend vraiment toutes les bases, marketing, etc. Plein de conseils pour pouvoir se lancer en auto-édition au niveau sur les réseaux sociaux, comment faire un maquettage, une mise au format pour que ce soit au bon format, plein de choses, ouais. Et donc aujourd'hui, il est distribué d'abord sur Amazon, c'était la première plateforme, et puis il est dans une librairie, vraiment en physique, Papyrus à Namur. Déjà, pourquoi t'as choisi de passer par Amazon ? C'était un côté facilité, enfin c'était moins complexe de passer par là ? En fait, en tant que jeune autrice qui n'a pas un budget limité, il n'y a pas trop le choix. C'est pas mon choix de cœur du tout, pour plein de raisons éthiques. Mais en fait, Amazon, là, ce sont les seuls qui me permettent de ne pas prévoir un stock, en fait, et de moi-même faire les envois, etc. Et donc, ça me permet de déléguer tout ce qui est livraison et imprimerie. Et donc, voilà, sans avancer des frais comme ça. Donc, avec de la pub qui va avec sur Amazon aussi. Donc là, peut-être que si ça fonctionne, que ça roule et que je me crée mon lectorat, j'envisagerais de quitter Amazon à un moment donné. Mais là, pour mon démarrage, là, honnêtement, j'ai pas eu trop le choix. Par contre, la librairie Papyrus, ça, c'est mon petit plaisir. Je suis tellement contente, ça. Oui, ça te fait quoi, justement, d'être dans une librairie physique, quoi ?
Ah ben, ça m'a mis plein d'émotions aussi, ça. Et de la fierté. Parce que c'est de le voir vraiment en rayon. Ça fait un sacré effet. Mais c'est un sacré effet, en fait, de le voir dans les mains de lecteurs tout court. Hein. Parce que là, depuis qu'il est sorti, ça fait un mois, je reçois plein de photos, même de gens que je connais pas. Ah, j'ai acheté ton roman et je suis en train de le lire et j'aime bien. Et juste de voir la photo de mon roman chez les gens. En fait, c'est plus mon roman. Ouais. c'est maintenant il est dans les mains d'autres personnes et il voyage. Et ça, que ça en fait en librairie, pour la symbolique, oui, ça fait un effet dingue. Mais que ça dans les mains des gens comme ça, ouais, c'est incroyable. Et c'est à la fois aussi stressant que les gens lisent tes mots? Oui, un petit peu, quand même. Y a rien à faire, c'est une mise à nu en fait, écrire. Hein, donc c'est plongé dans mon pas dans mon esprit, mais dans mon univers, voilà. Ouais. On plonge dans mon univers. Et donc, est-ce qu'on va aimer, est-ce qu'on va pas aimer? Ben, un premier roman, c'est le premier, donc moi je vois bien là, en fait non, en tout j'en ai écrit 7. Oui, c'est ça. Je vois bien que mon écriture, elle s'affine avec le temps. Donc ça, voilà, c'est mon premier. Donc forcément, moi, je suis plus critique avec moi-même, ça c'est sûr. Et pourtant, mais là, les retours, ils sont, franchement, pour le moment, les retours sont excellents. Donc c'est rassurant et je suis très 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 contente. Mais oui, moi j'ai un côté aussi un peu perfectionniste, donc je voudrais que ce soit parfait. Et il y a rien à faire. Je vois bien que il y a une évolution dans ma qualité d'écriture aussi. Bah, tant mieux, cela dit. Oui, c'est vrai. Et ouais, tu parlais tantôt de ton non-amour de la technologie. Il y a aussi les réseaux sociaux. Oui. Bah, ça fait maintenant quelques semaines quand même, peut-être 1 an que tu as lancé ton compte Insta, je ne sais plus. Juin de l'année passée, donc ouais, 1 an et quelques mois. 1 an et demi plus ou moins. Ben voilà, les réseaux sociaux, t'étais pas trop présente non plus dessus. Non. Mais tu t'es dit que que c'était nécessaire en fait pour ton projet d'autrice d'être présente sur les réseaux. Oui, je me suis dit que si je voulais y arriver, que j'allais mettre toutes les chances de mon côté. Moi, mon compagnon parfois il me dit que je suis un bulldozer. dans le gentil sens du terme, on se comprend, hein, mais dans le sens où quand j'ai décidé de quelque chose et que ça y est, je veux me lancer et j'ai pris cette décision-là. Je fonce. Je fonce et je fais tout ce qu'il faut. Comme si rien n'allait m'arrêter. Alors, voilà, je suis un être humain, mais du coup, si à un moment donné, quand je comprends que les réseaux, mais c'est par ça que ça passera aussi, parce que personne va découvrir mon roman par hasard. Il faut que moi je le présente et que c'est un outil de communication qui est là. Quand je comprends ça, je me dis que je vais quand même y passer. Par contre, là, j'ai essayé vraiment de faire en sorte que ça me ressemble pour que je puisse tenir sur la longueur, parce que sinon, je me connais. Si ça commence à être lourd et une vraie contrainte, c'est pour le lâcher. Donc là, j'essaye de trouver ma patte. Et rapidement, tu as fait le pas de te montrer aussi, de faire des vidéos, etc. Ça a été compliqué pour toi de te montrer ? Non. Non, pas vraiment. Non. Disons qu'avec mon image, je suis plutôt en paix. Y a rien à faire. Je pense que là, pour le coup, mon travail psy m'aide aussi. Mon boulot psy, je veux dire, parce que ça fait 13 ans que je vois des gens qui sont mal dans leur peau. Moi, en tant que psy, je suis spécialisée en troubles alimentaires. Et donc, ça fait 13 ans que je vois plein de personnes, magnifiques en fait, qui complexent, qui se sentent pas bien, etc. Je pense que à me rendre compte que on a tous des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on aime bien, mais où on va être plus focus sur ce qu'on n'aime pas. Donc du coup, oui, moi je me montre parce que je me dis qu'il y en aura toujours bien qui trouveront que j'ai peut-être une sale tête sur la photo ou sur la vidéo, et d'autres qui s'en ficheront en fait, et d'autres qui diront, donc je pourrais pas plaire à tout le monde, et c'est même pas le but en fait. Là, c'est de partager ma passion, donc ceux qui seront intéressés par ce que je raconte, s'arrêteront, et d'autres passeront leur chemin, et tant mieux. Et donc non, j'ai pas eu trop de mal. Au contraire, en fait, ce qui a été plus compliqué, c'est que j'avais en tête une sorte de norme à atteindre, dans le sens, par exemple sur Instagram, on a l'habitude de vidéos
où c'est nickel, où il y a pas un cheveu qui dépasse, où Oui. On a un rouge à lèvres qui est bien mis. Une fois, j'ai fait une vidéo, en fait, j'avais encore une trace de chocolat sur la joue. j'ai laissé la vidéo, tant pis. En plus, personne l'a vue. Mais tu vois, donc j'avais une sorte de pression à devoir faire des vidéos parfaites. Et donc, mes premières vidéos, je sais que je répétais un peu mon texte en me disant « Ah, il faut que je dise ça comme ça, il faut que mon idée soit dite comme ça. En plus, j'écris, donc il faut que je parle bien. Et en fait, après 3 vidéos, ça me saoulait. Et j'étais là, mais en fait, je tiendrai jamais le coup et ça me ressemble pas. Et donc, là, j'ai plutôt lâché en me disant, en fait, voilà, parfois, je vais... je vais peut-être, voilà, comme maintenant, je vais peut-être buter sur mes mots, je vais peut-être... mais ce sera moi et je vais me montrer comme je suis. Donc, ouais, c'était plus ça. T'as quel rapport maintenant avec Instagram notamment? Enfin, c'est devenu... Maintenant, t'aimes l'utiliser? J'ai appris à aimer, ouais. Maintenant, je vois quand même ça encore comme une sorte d'outil de travail, comme ça. Il n'y a rien à faire. Et petit à petit, je pense que c'est en train de changer depuis la sortie de mon roman, parce qu'en fait, là, maintenant, ça fait un mois que je papote parfois avec des gens qui l'ont lu ou qui sont en train de le lire. Et je pense que ça va devenir une chouette plateforme pour échanger avec des lecteurs aussi. Et ça, c'est vachement chouette, quoi. Donc... Ouais, tu te rends compte du coup que c'est pas juste des chiffres, quoi, les abonnés. Il y a vraiment des gens derrière. Oui. Et des chouettes échanges ouais, ça apporte quelque chose aussi. Et je pensais pas dire ça il y a un an parce que pour moi, c'est des réseaux sociaux, mais non, c'est agréable et c'est chouette aussi de pouvoir partager. Après, moi, j'avoue que il y a toujours des doutes en moi sur le fait que ça puisse être intéressant, ce que je raconte. Souvent, je me dis, mais qui va être intéressé par une photo de moi et mon chat récalcitrant, parce que elle est jamais très sympa pour les photos. Chaque fois, elle veut se partir. Une fois, j'ai fait une vidéo, elle part. Enfin, bref, fonctionne pas. Mais qui va être intéressé par ça? Donc, c'est plus parfois ça qui va me rattraper. Et puis, en fait, voilà, tant pis. On verra bien. Et ça fonctionne. Donc, Comment t'organises ton temps aujourd'hui, justement, entre ton métier de psy et toute la partie littérature? C'est un peu le chantier, là. Ça commence à aller. Non, en vrai, je m'organise quand même bien. C'est juste là, avec la sortie, ça m'a mis des tâches en plus. Et donc là, il faut que j'ai dû un peu retrouver une façon de m'organiser. Mais comment je m'organise? C'est que comme je suis indépendante, mes consultations, en fait, je les mets sur 3 jours et demi. Donc, je travaille vraiment lundi, mardi, mercredi, des grosses journées. Et jeudi, je finis à midi. Et puis, en fait, du coup, ça me laisse 1 jour et demi de temps pour faire l'écriture, etc. Puis après, des soirées par-ci, par-là. Tiens, j'ai eu 1 heure de consultation qui est annulée. Hop, je sors mes affaires et je travaille. Tiens, le week-end, parce que c'est week-end avec la famille, etc. Mes enfants ont un dessin animé le matin. Hop, direct, je m'y mets à faire mes petits trucs. Puis après, je coupe. Et puis, voilà. Après, je pense que j'ai développé la faculté de pouvoir être... à pouvoir me reconcentrer facilement avec les interruptions. Quand maman regarde mon Lego, maman regarde machin, et c'est normal, ce sont des enfants, donc des fois où parfois je fais des petites sessions, même en 1 demi-heure, parfois je peux être interrompue 5 fois. Donc j'ai appris à me reconcentrer rapidement dans ce que je fais, quoi. Est-ce que ta famille, tes proches comprennent que en fait l'écriture c'est aussi un vrai métier au même titre que le côté psy? Ils comprennent. Je pense que tant que ça ne dégage pas une rentrée financière, des revenus, c'est jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était ce qui pouvait passer peut-être plus vite à la trappe, je dirais, parce qu'en fait, voilà, il y a aussi une nécessité dans la famille. Voilà, je dois travailler, enfin, il y a la famille, etc. Maintenant, je vois bien que mon entourage chemine aussi au plus j'explique et au plus je raconte à quel point c'est important pour moi et que moi, je me sens vraiment en réorientation professionnelle, mais pour rajouter un métier à mon métier actuel. Mais je me sens en réorientation. Très chouette. Mais c'est vrai que tant que ça ne dégage pas un revenu, c'est parfois un peu plus dur de dire, en fait, là, je prends congé, je suis indépendante, donc tant pis, je ne gagnerai pas de sous aujourd'hui, mais en fait, c'est aussi important que mon métier.
pas toujours évident. Là, c'est en train de bouger depuis que j'ai vraiment sorti mon roman, mais non, oui, non, alors, niveau organisation, c'est pas toujours évident. Et ça change aussi selon les semaines, selon les vacances, selon. J'avais prévu d'écrire, mais en fait, j'ai un enfant malade à la maison. Enfin, c'est de l'adaptation. Et en fait, c'est un investissement aussi, quoi. Tout ce que tu as fait, entre guillemets, en coulisses, c'est un investissement pour potentiellement en retirer un revenu un jour. Oui, j'espère. Et en attendant, en fait, je suis tellement, ça me nourrit tellement, de pouvoir faire vivre en fait cette petite part en moi qui est là. Tantôt, je te disais, tiens, en fait, ça a toujours été là. En fait, j'ai ouvert la porte donc il y a 3 ans, et en fait, depuis, j'ai l'impression de respirer. Ah oui. Enfin, tu vois. Et que en fait, j'ai planqué mon petit projet là des années, et que là, enfin, il peut sortir et il peut vivre. Et en fait, là, je me sens entière. Et je me rends compte là maintenant qu'il me manquait un truc avant, j'en avais pas conscience comme ça. Mais depuis que j'ai que j'ai vraiment ouvert la boîte, je respire. Alors, est-ce qu'un jour je pourrais vivre de ça? Est-ce que en fait je pourrais juste me permettre d'avoir une journée, enlever une journée de consultation et avoir 2 jours d'écriture? Ben, ce serait déjà génial. Est-ce que je sais pas, mais en tout cas là je me sens bien. Et donc ça vaut le coup, je pense. Oui. Et justement, pour que les gens se rendent un peu compte, on n'est pas obligé de parler de chiffres vraiment, mais comment ça se passe en fait? Quel est le pourcentage que prennent les plateformes, les librairies, etc. Qu'est-ce que tu peux, toi, une fois que tu vends un livre, en fait, espérer retirer comme pourcentage de la valeur du livre? Mais sur un livre, par exemple, là mon roman, il est à 19,90, mais je gagne un peu moins de 5 €. Donc il y a une partie qui part pour l'imprimeur, une partie qui part pour la plateforme d'hébergement, donc là c'est Amazon. Il y a les taxes, impression, je sais plus si j'ai dit. Et par contre sur les 5 € que je gagne, je suis encore taxée. Oui. Donc j'ai mes impôts. Et puis pour faire ce roman, j'ai engagé des frais. Donc moi je paye une correctrice professionnelle. Autant l'auto-édition fait que je touche à tout et j'ai fait plein de choses moi-même, et c'est mon choix et j'adore. Autant je veux vraiment un rendu professionnel, et par respect pour le lectorat, que ce soit de la qualité. Et donc c'est pour ça que je suis là. J'ai fait appel à un graphiste et j'ai fait appel à une correctrice pro. Donc ça, ce sont vraiment mes deux plans là où j'ai dégagé des frais, donc sur mes 5 €. En fait, il reste plus grand chose. Oui, voilà, mais c'est le début aussi. Mais oui, et sur un e-book, oui, je gagne quoi? Oui, plus ou moins la moitié. Donc voilà. C'était une volonté justement de pas faire seulement le format numérique e-book, mais d'avoir aussi le format papier. Ah oui, moi je suis une grande lectrice papier, hein. Donc oui, j'ai l'impression que si je l'avais pas vu imprimé, c'est comme s'il avait pas, c'est comme s'il avait pas encore existé. De l'avoir dans les mains, en fait, ça le rend réel pour moi. Donc oui, non, la question s'est même pas posée. Oui, c'est ça. Même pas. Et ouais, du coup, en fait, pour pouvoir vivre d'un roman, combien il faut en vendre? Est-ce que en fait, dans toutes tes formations, etc., est-ce que vous parlez aussi de chiffres en mode, est-ce qu'on vous décourage en mode c'est vraiment compliqué, ou est-ce qu'on vous donne des objectifs entre guillemets? Il n'y a pas d'objectif de chiffres. Parce qu'en fait ça dépend aussi des besoins de chacun. Et rien à faire, ma réalité de moi en tant que maman de 2 enfants avec voilà, une location du coup d'une maison et pas d'un mini studio, enfin je veux dire, il y a plein, j'ai une voiture, je veux dire, tout ça fait que j'ai besoin d'un certain revenu qui serait peut-être différent si j'étais solo, en coloc, enfin voilà. Donc le chiffre exact, non, on parle pas vraiment de chiffre exact. Par contre, on nous dit vraiment que à partir du moment où tu te lances et que tu publies par exemple 3 à 4 romans par an, en moyenne, si tu le fais correctement, en fait, il faut compter 3 ans pour pouvoir en vivre. Ah ouais. Ça sont les chiffres qu'on nous donne. Après, c'est du cas par cas, c'est en fonction de ce que t'en fais, voilà. T'as l'impression d'avoir beaucoup appris depuis que tu t'es vraiment lancée dans cette aventure du livre et de l'auto-édition? Ah, j'apprends tous les jours, hein. Oui.
Ah oui, oui. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec ces formations-là que je pense que j'aurais peut-être appris sans les faire, mais en mettant beaucoup plus de temps, en faisant beaucoup plus de boulettes. J'en fais déjà, hein, mais du coup, je pense beaucoup moins que si j'avais pas été encadrée. Et en fait, là, depuis ces formations-là, moi, je me suis fait des copines autrices, des copains aussi. Enfin voilà, j'ai tout un réseau autour, et donc ça, c'est génial aussi pour le côté comment, si j'ai des zones d'ombre ou des choses que je sais pas faire, ben en fait je vais demander de l'aide, et quelqu'un qui est hyper calé en informatique va peut-être m'aider, que moi je vais pouvoir moi souvent j'arrive du coup bien à aider pour tout ce qui est cohérence des personnages, et tiens en fait comment est-ce que un personnage réagit quand il a eu plein de traumatismes. Bah ça tombe bien, moi je suis spécialisée en trauma, donc je peux aider aussi, donc enfin voilà, il y a tout un truc comme ça d'entraide qui s'est créé. Donc oui, moi mes formations elles ont tout changé. Oui, justement, connaître d'autres auteurs-autrices, ça permet d'avoir contact avec des gens qui connaissent ta réalité, quoi, qui peuvent comprendre en fait ce que tu vis avec la sortie des livres et l'écriture, etc., ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, moi je me sens clairement beaucoup moins isolée dans ma réalité, même si mes proches, j'ai de la chance dans les proches que j'ai, ils sont bienveillants, ils sont positifs, encourageants, et donc ce sont des sujets que je peux aborder avec eux, mais oui, il y a rien à faire avec d'autres auteurs qui vivent parfois la même frustration de pas pouvoir écrire quand ils se sentent dans leur trip, qu'ils en meurent d'envie. Ben, en fait, oui, forcément, je vais me sentir comprise à en parler avec l'une ou l'autre copine que je me suis faite là, du coup, oui. Ça représente quoi l'écriture pour toi? Ça, c'est une belle question. Ça représente quoi? Ça représente... c'est une partie de moi. Ça fait vraiment partie de mon identité. Donc là, oui, c'est vital maintenant que ça puisse exister. Et donc, tu vois, là, on parlait de chiffres. Combien est-ce qu'il faut que j'en vende pour que ce soit rentable ou que je puisse en vivre? Je sais pas. Je pense que je verrai au fur et à mesure, et que voilà. Mais ce que je suis sûre, c'est que j'en vende ou pas, je serai contente d'apporter des choses à ceux qui lisent et à qui ça fait un écho. Mais moi, je me sens vivante, et donc je peux pas vivre sans. Même si, en fait, je suis pas riche et que on verra bien, en fait. Mais là, oui, non, l'écriture, pour moi, ça fait partie de moi. Oui, et en fait, c'est rassurant d'avoir le côté psychologue. Voilà, t'es installé depuis 13 ans maintenant, donc t'as quand même cette sécurité financière-là aussi. Tu ne te lances pas en abandonnant tout, quoi. Non. Et parfois, c'est tentant de me dire, là, pendant un mois, je laisse tout tomber pour écrire, parce qu'en fait, là, j'ai cette idée de roman qui pop dans mon esprit tout le temps, parce que vraiment, je pense que c'est en boucle, hein, parfois. J'ai cette scène-là en tête. Vraiment, elle me lâchera pas tant que je l'aurai pas écrite, quoi. Et donc, parfois, même la nuit, je me réveille, alors je griffonne, j'ai des petits papiers sur ma table de nuit. Alors, parfois, c'est galère parce que j'écris sur un papier sur lequel j'ai déjà écrit, alors pour le déchiffrer le lendemain, c'est compliqué. Mais je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je te demandais non plus. Mais par contre, par rapport à ça, est-ce que tu arrives parfois, du coup, à mettre ton cerveau en pause? Non. Non, c'est compliqué, hein. Non. Ah oui, si. Il est en pause quand, du coup, j'ai écrit. Ouais. Si j'ai clôturé mon truc, sauf en fait, quand j'écris une scène, ben, il y a l'autre qui arrive après. Donc, il est rarement en pause. Vraiment, depuis que j'ai ouvert la boîte, que je me permets d'écrire, c'est du non-stop. Tu disais tantôt que tu te sentais vivante. Tu te sens aussi complète d'avoir ouvert cette boîte? Oui, je me sens réconciliée avec moi aussi, vraiment. Et ça, c'était tout un travail, vraiment? Oui, c'était un travail, parce que finalement, moi, ce rêve d'écriture-là, je l'ai laissé planquer des années, parce que de mon contexte familial, c'était pas assez, comment je veux dire, sain, pour que mon projet puisse exister sans se faire bouffer. Ouais. Et donc, je me sens que je l'ai vraiment protégé, mon projet. Je l'ai pas laissé s'exprimer. Parfois, ça me donne envie quand j'entends des auteurs qui disent à moi, à 16 ans, j'écrivais. Moi, je me suis pas laissé la possibilité parce que je devais me protéger, voilà, de par mes circonstances de vie et etc. Et du coup, j'ai vraiment
planqué ça comme si il fallait. Ouais, je voulais pas qu'il soit abîmé mon projet. Et là, quand j'ai eu mon déclic et que je me suis dit, allez, tu seras tellement triste si tu n'oses même pas. J'ai réalisé que le danger était passé et que là, je pouvais peut-être en fait vraiment enfin l'exposer et qu'il risquait plus rien. Et donc moi, oui, ça fait du coup partie de mon travail sur moi et de un peu de ma libération, de me dire en fait, arrête d'avoir peur. T'es adulte, tu choisis les gens qui font partie de ta vie et qui et que tu côtoies. Et en fait, je me suis entourée de personnes qui sont bienveillantes et qui sont de bonnes personnes. Mais du coup, mon projet, il risque plus grand-chose en fait, à part peut-être rien en fait. Enfin, au pire, quelqu'un n'aime pas, chacun ses goûts, il y a pas de souci, je respecte totalement. Mais oui, là, je me sens alignée et libérée. C'est vraiment ce mot-là. Oui. Et peut-être qu'en fait, la toi libérée d'aujourd'hui influence ton écriture et que si tu l'avais fait il y a X années, à 16 ans ou quoi, en fait, t'aurais peut-être pas sorti la même chose qu'aujourd'hui. Non, c'est sûr, Non, parce que j'étais en mode, je dois me protéger. Et donc, j'étais pas alignée on n'est pas... Pour écrire, je pense qu'il faut... Moi, c'est ce que j'expérimente en tout cas, je dois être dans du flow. C'est-à-dire que je dois me sentir bien, à la limite d'être un peu en pleine conscience comme ça, et où quand je me sens bien, je suis vraiment détendue, et là mes idées viennent et c'est fluide en fait. Et hop, ça coule tout seul de mes doigts à mon clavier ou à mon carnet si je suis dans cette étape de mettre mes idées d'abord un peu plic-ploc, mais je dois vraiment être dans du flow. Et en fait, si je suis dans un mode je dois me protéger, je suis en mode défense, le flow il vient pas. Et donc je pense qu'effectivement c'est peut-être pas plus mal que de ne pas avoir essayé quand j'avais 15-16 ans, même si c'est un petit regret, mais c'est pas un énorme regret, mais j'aurais pas bien écrit, je pense. Et donc tu dis que t'as surmonté ta peur, t'as aussi surmonté un potentiel, enfin si tu l'avais, syndrome de l'imposteur? Ou ça, tu l'as pas ressenti? Syndrome de l'imposteur, je l'ai pas vraiment ressenti. Non. Pourtant, je sais que c'est quelque chose qui habite beaucoup d'auteurs. Beaucoup de créatifs de manière générale. Oui. Ouais. Non, moi, j'ai pas forcément... Mais à nouveau, et de par mon histoire, moi, et de par aussi de cette formation de psy que j'ai faite, et donc ce métier psy, en tant que psy, on doit beaucoup travailler sur soi. beaucoup, pour pouvoir bien accompagner les autres. Et c'est même, je trouve, par respect pour les patients, en fait, c'est d'être bien, voilà, c'est... Et puis, parfois, il y a des patients qui viennent avec des choses qui peuvent faire écho à notre propre vie. Et donc, pour bien travailler, en fait, moi, du coup, j'ai été travailler sur moi beaucoup. Et donc, je me sens à l'aise avec mes compétences ou qui je suis. C'est ça que tantôt, on disait, tiens, est-ce que tu me demandais, est-ce que tu oses... ça va pour t'exposer sur les réseaux et de montrer ta tête. Mais oui, mais je pense que, de nouveau, je pense que j'ai fait 10 ans de psy, moi-même, d'aller chez une psy. Enfin, j'ai changé, parfois j'ai été 2 ans chez l'une, 1 an chez l'autre, pour moi-même, pour mon boulot, et donc ça m'a fait travailler ça. Donc non, syndrome de l'imposteur, j'ai plus des peurs d'être enfermée comme ça, de plus pouvoir écrire ou donc là oui, c'est peut-être plus ça parfois qui va m'animer. Et est-ce que aider les autres via ton métier de psy, ça t'apporte la même chose que ce que tu ressens quand tu écris? Ah non, quand je suis dans mon rôle psy, en fait, j'aide la personne à je donne en fait, sans m'épuiser. Donc ça, c'est tout un truc qu'on apprend en tant que psy aussi pour tenir le coup. Il va y avoir encore un peu de jus dans sa vie à soi. Mais je me sens à donner beaucoup. J'ai aussi l'impression d'être dans cette idée un peu... Bon, en tout cas, moi, dans mon image de la société, c'est ça, c'est que on est tous ensemble dans
voilà, une sorte de grosse collectivité, et chacun va un peu donner ce qu'il sait faire, et chacun va participer comme il sait le faire. Il y en a un qui adore faire du pain, ben il va être peut-être boulanger, adore, je sais pas, c'est peut-être réducteur comme je le dis, mais chacun apporte des choses, et donc moi en tant que psy, ben je me disais, ben tiens, en fait, j'aide des gens à se réparer et à pouvoir vivre une vie, à se sentir bien. Mais c'est quand même un métier où t'entends des choses terribles toute la journée. Ça reste une réalité. Et donc c'est un métier où je me sens fort utile, où là clairement je me sens compétente, et ça fait parce que ça fait un petit temps que je travaille et que voilà, je me forme, donc voilà, mais je pense pas que ce soit un métier où je me sens entière là pour le coup, parce que je me mets au service de l'autre, donc c'est comme si je m'efface un peu pour épouser la réalité de l'autre. Ou quand j'ai un patient en face de moi, en fait, je fais toujours l'exercice de me mettre dans sa peau, entre guillemets, pour pouvoir être juste dans ce que je vais lui renvoyer. Si moi, je pense que lire, c'est hyper important, et je le pense, et c'est dans mes valeurs, et j'inculque ça à mes enfants, je les emmène à la bibliothèque, à la librairie, etc. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'aime pas lire et pour qui c'est pas important, je vais pas amener ça. Je dois respecter son choix, que en fait pour lui, ben c'est pas important. Ça a pas, mes opinions n'ont pas à venir sur la table et à influencer quoi que ce soit que ce soit dans des choix, que ce soit dans. Et donc ça reste un métier où moi je sens que je suis au service de l'autre, dans un cadre où je suis respectée, etc. Mais je suis au service de l'autre. Et donc non, ça n'a, je ressens vraiment. C'est pas la même chose pour l'écriture, en fait. Pas du tout. Tu parlais de... voilà, pour toi, la société, chaque personne a sa place et a sa fonction, entre gros guillemets. Tu parlais des trucs un peu plus sombres que tu entendais dans ton métier de psy. Finalement, ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans ton livre, avec, dans cette nouvelle société, cette société dans 800 ans. Chacun a sa fonction. Il y a plein d'éléments dark, quand même, autant du passé de Gabi que même de l'histoire de manière générale. Finalement, tu transposes un peu ta vision et ce que tu vis dans tes romans, mais de façon romancée. Je pense que ça vient forcément nourrir cet univers-là, ça c'est sûr. Oui, je pense que en tout cas dans mes premiers romans, j'ai peut-être plus mis de moi. Alors, c'est pas mon autobiographie, qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà, que ce soit dit. Mais oui, je pense qu'il y a des choses dark. Je pense que j'ai mis des choses que j'avais en tête de ma propre histoire. J'ai mis j'ai mis des thématiques surtout. En fait, c'est plus des thématiques. La thématique du choix, la thématique de la liberté et du courage. Et en fait, ça, je me rends compte que c'est dans tous mes romans, on retrouve cette thématique-là. Et ça, et ça fait aussi, des petits passages peut-être parfois un peu plus dark. Mais j'aime bien aussi que mes personnages, j'aime bien les pousser à se dépasser, en fait, et à sortir parfois de la glu là ils sont dans la mélasse, et vas-y. Si t'as du courage, tu vas pouvoir peut-être y arriver quand même. Tu trouves que toi aussi t'as fait preuve de courage en osant justement franchir le pas de la publication? Ouais, je pense. Je me le dis pas souvent. Je me dis souvent quand on me le dit, je me dis oui. Je réponds souvent que j'ai pas eu le choix parce que c'était vital en moi, et qu'en fait du coup est-ce que c'était du courage? En tout cas, c'était tellement impossible pour moi de vivre sans y aller que j'y étais. Mais objectivement, je pense que ouais, quand même, un petit peu. Qu'est-ce qui te ressource, toi? Écrire. Écrire, lire, rire. L'humour, c'est important dans ma vie. Ce qui me ressource, c'est les promenades dans les bois, câlin avec mon chat. Faire les foufous avec mes gamins. Oui, ça me ressource. Aller au resto avec mon compagnon. Des choses comme ça, des choses simples en fait. Oui, trop chouette. Comment tu vois un peu la suite, justement, l'évolution de ton projet littéraire? La suite, là pour le moment, dans ma tête, elle est fort claire, dans le sens où j'ai prévu une publication tous les 4 mois. Donc 3 par an. C'est pour ça que j'ai été très patiente à me retenir de publier celui-là, parce qu'il est écrit du coup depuis 3 ans. Mais du coup, j'en ai écrit d'autres
en prenant un peu d'avance. Et donc là maintenant, je suis cool dans le sens où, cool, j'ai plein de choses à faire, mais je suis cool dans l'écriture. Où là maintenant c'est parti, je vais publier maintenant un roman tous les 4 mois. Et comment je vois les choses, en fait là je compte pas arrêter. Je suis lancée là, donc c'est foutu. Et ça te plaît justement toute cette partie promo, l'après-écriture vraiment, ça te plaît justement de communiquer sur tes romans? Oui, c'est agréable. Après, je pense que ce sera de plus en plus agréable parce que là, c'est de la découverte. J'ai l'impression depuis plusieurs mois là de vivre que des premières fois. Et donc c'est clairement toujours un peu plus stressant ou un peu plus fatigant de découvrir, ok, tiens, comment fonctionne cette plateforme littéraire là. Ok, je dois me faire un compte, mince, ça bloque. Je dois mettre une photo, mais mon format est trop lourd. Comment je fais? Enfin bref, c'est plein de premières fois, même au niveau communication. Quel format, quel visuel, quel truc, comment je communique pour ne pas saouler, pour quel angle je prends pour présenter mon roman, comment je me présente moi. Alors du coup, je fais plein d'essais, erreurs. J'ai l'impression petit à petit du coup de gagner en compétences et donc je sens bien que ça va de mieux en mieux et en fait là du coup, je prends de plus en plus de plaisir. Mais je pense que oui. Je suis en pleine phase d'apprentissage encore de plein de choses. Donc, c'est plus fatigant, mais c'est agréable aussi. Et ça te plaît d'être multicasquette? Ouais. Je suis curieuse aussi, moi. Oui. Et c'est très satisfaisant. Parce qu'autant, on parlait de la technologie et tout ce qui est logiciel, même Word, je veux dire, tous ces trucs-là. Là, j'ai quand même une certaine satisfaction à pouvoir faire mon maquettage moi-même, en fait. Et donc, ouais, ça, c'est hyper satisfaisant. Et donc, le multicasquette, c'est gratifiant aussi. Et oui, je peux dire, en fait, là, j'ai mon roman, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Donc, et il me ressemble aussi. Enfin, jusqu'au petit détail, il me ressemble. Ouais, et t'es multicasquette, tu fais tout, que ce soit l'écriture, mais aussi la com, le marketing, etc. Est-ce que tu arrives à voir ton roman, ton projet littéraire, comme un projet entrepreneurial? Oui, je me sens vraiment entrepreneur, là. Oui. Là, pour moi, ça a dépassé le stade de la simple écriture. Enfin, simple, on se comprend. Mais ça dépasse le stade de l'écriture pure et dure où après, j'envoie mon texte et après, j'ai plus rien en main. Là, pour le coup, oui, je suis une entrepreneur du livre. Donc, c'est aussi, ça rejoint le côté, je suis en réorientation professionnelle. Oui. Tu es fière de ce que tu as accompli ces dernières années au niveau de la littérature? D'être là où tu en es aujourd'hui aussi? Oui, je pense que je suis fière de m'être libérée parce que c'était pas facile. Je pense que parfois, on peut être freiné par des freins comme ça invisibles où il y a que nous qui avons la clé. Est-ce qu'on a tous ça possible? En tout cas, moi j'avais des sacrés freins, je pense, ou beaucoup de choses qui ont fait que je me suis protégée, je pense. Mais il y avait que moi qui avait la clé. Et en fait de ça je suis fière, de pouvoir d'avoir une vie qui me ressemble, où je me sens bien. C'était pas gagné. Honnêtement, c'était pas gagné. Je pense que je viens de loin. Mais oui, donc oui, là, de ça, je suis fière. Après, oui, je suis fière de ce que j'ai écrit, mais en fait, ça a tellement coulé du bout de mes doigts comme ça, à partir du moment où j'ai osé ouvrir la porte, qu'en fait, oui, je suis fière des romans que j'ai écrits. Et en fait, je pense que j'ai surtout de l'affection pour eux. Je les aime bien. Toi, c'est un peu comme mes bébés, comme ça. Puis à un moment donné, je les lâcher. Ils deviennent ados. Et puis, je dois dire au revoir. Et ils sont plus à moi. Ils prennent leur émancipation. On va dire ça comme ça. Ça te prépare pour tes enfants plus tard? Voilà. J'y suis pas encore. Ils sont encore enfants. Mais ça commence petit à petit. Même ma grande a 10 ans. commence à prendre son autonomie pour quelques petites choses. Mais je suis contente. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, la fierté. Oui, moi, je l'ai de m'être libérée et donc de me permettre de
me donner ma chance. Je pense que c'est ça, d'avoir ouvert la porte. Après, en fait, ça sort tellement de façon fluide que j'ai juste de la joie à le vivre. Ouais. Tu vois. Maintenant que tu as trouvé la clé, que les freins sont lâchés, tu vas continuer à être le bulldozer, comme disait ton compagnon, et en fait, rien ne peut t'arrêter. Ah oui, là, il faudrait beaucoup pour que ça m'arrête. Ouais. Là, c'est parti. Là, je me vois. Parfois, je me vois vieille à mon PC à écrire encore des histoires parce qu'en fait, même pensionnée, j'aurais envie de continuer. Tu vois, parfois, je me dis, tiens, je m'imagine dans mon boulot psy. Ben, je m'imagine à un moment donné avoir envie d'arrêter. En me disant, ben voilà, j'aurais fait ma part pour la société, très bien, j'aurais été utile, j'aurais fait de belles rencontres aussi, mais à un moment donné, ben stop, quoi. Là, non. Ah non, là, c'est impossible. Là, toute ma vie, je vais écrire. Et au début, ça, c'était une peur que j'avais. Quand j'ai commencé à écrire, que j'ai vraiment ouvert la porte, je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, tu n'auras plus d'idées. Parce que là, j'avais vraiment une idée de scène, une seule. Et je l'ai posée et j'ai détricoté. Et ça m'a fait une histoire. Et ça puis a fait 7 romans. Ouais, c'est ça en fait. Mais tu vois, cette histoire-là, je me dis, oh, mais en fait, en un tome, ça n'ira pas. Je fais 3, ok. Et j'ai écrit pendant 1 an ma trilogie. Et à un moment donné, ça se trouve, en fait, après, j'ai plus d'idées. J'ai juste écoulé ma seule idée qui viendra jamais dans mon cerveau. Et voilà, tu devras faire avec ces 3-là et c'est tout. Et en fait, là, parfois, je me dis, mais il faudrait un bouton pause parce qu'en fait, j'ai des idées tout le temps qui viennent. Là, vraiment, j'ai un sentiment de machine lancée, là, où j'ai des idées Là, j'ai des idées pour 10 prochains romans, quoi. Tu vois? Alors là... Voilà, je me retiens de pas écrire un nouveau pour le moment. J'ai eu fini là un dernier il y a 1 mois. Il faut le temps de le recorriger, et puis là j'ai tellement de choses à faire que je dois me forcer de ne pas écrire, mais je sais que à mon avis en février-mars c'est reparti. Je suis à me réjouir comme devant des pâtisseries, tu sais, à me dire je commence par laquelle, mais j'aime bien tout, parce qu'en fait là mes idées viennent, mais j'ai vraiment parce que la boîte c'est la boîte, on a levé le couvercle et maintenant ça fourmille d'idées tout le temps. Ouais. Ce serait quoi ton rêve, ta consécration? Ouf, une consécration. Je pense que ce serait vraiment le premier jour où je pourrais être à la maison, dans mon bureau, à écrire et que je suis payée à ça. Là, je pense que là, ça me ferait quelque chose. Ouais. Je pense que là, je me dirais, là, t'as peut-être réussi quand même, quoi. Quand je serais payée pour ce que je fais, que je peux vivre de ça, je pense. Ouais. Trop chouette. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Et du coup, je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Est-ce que tu as encore des oses? Oui. J'en ai encore. Par exemple, participer à un salon littéraire et être en dédicace. Oh, wow. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me donne très envie, que je trouve un peu stressant parce que... ou alors là, c'est peut-être là, en fait, peut-être un syndrome d'imposteur, peut-être un petit peu. De me dire... mais pourquoi les gens viendraient? Enfin, là, s'il y a peut-être un petit fond quand même encore. Mais donc, oui, un salon être en salon, ça, c'est quelque chose, je pense. Après, si je rêve vraiment, il n'y a rien à faire. Je me dis, il y a quand même parfois des prix littéraires, des choses comme ça, pour l'auto-édition. Ouais. Ça, j'aimerais bien. Mais ça me semble pas accessible encore. Mais pour l'instant. Oui. Ça c'est... Oui, c'est un rêve qui est là, quoi. Trop bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Merci Léa d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.